Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Je suis venue te raconter une toute nouvelle histoire. C'est la fille du Sud. Je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée. Mais je tenais vraiment à vous partager cette petite histoire-là, vu que je suis au Cameroun. Et vous savez, dans les histoires, j'ai parlé qu'on se réunissait au coin du feu pour se raconter les histoires de sorcellerie, de trucs. Et j'ai entendu une histoire là que je voulais vous raconter, qui s'est passée, pas dans mon village, le village d'à côté. Donc, mon village va un peu se reposer aujourd'hui. À tous les détracteurs, là, le village se repose aujourd'hui. Le village se repose aujourd'hui. Oh, yeah. Voilà. Du coup, DMG, cette histoire, c'est une histoire d'une tante qui est décédée à cause de ça. Parce que, en fait, tu ne respectes pas les trucs. Ça paye cash. Cash. Surtout quand tu n'es pas chrétien, tu ne pries pas. Tu payes cash. Donc, en gros, cette tante-là, on nous racontait, c'était une grand-mère qui nous racontait ça que elle avait perdu son mari, tu vois. Et quand tu perds ton mari, tu deviens une cousse. Donc, cousse, c'est-à-dire que tu deviens veuve et tu dois porter les habits du deuil, en fait, quand tu étais mariée à la personne et tout. Et donc, la tante là en question, elle a dit qu'elle ne porte pas les habits. Elle s'est dit que non, moi, je vais porter les habits, pourquoi et tout. En plus, en fait, c'était le genre de veuve joyeuse là. Elle a refusé de porter les habits. Les gens lui ont dit que non, il faut que tu portes les habits. Ton mari est mort. Tu dois porter les habits. Elle a dit non, je ne vais pas porter. C'est donc comme ça qu'ils ont fait l'enterrement, le deuil, tout ça. Elle vivait sa vie et tout. Un an plus tard, comme ça, elle se promenait à Yaoundé. Quelqu'un l'arrête, une femme l'arrête. Une femme lui dit, je vois la mort derrière toi. Je vois quelqu'un qui est en colère derrière toi, en fait. La personne lui dit, je vois une fumée derrière toi, en fait. Et c'est quelqu'un qui est mort et qui est en colère contre toi. Elle a traité la femme de folle. Elle a poussé la femme. Elle a dit, non, laisse-moi et tout. Bref, les trucs là, non. Elle a traité de folle. Elle est passée. C'est donc comme ça que, quelques jours après, comme ça, elle vient au village, dans son village à côté là-bas. La Lamimbo du village l'appelle. La Lamimbo lui dit que on va l'appeler Marie. Ah Marie, tu n'as pas respecté le deuil. Tu n'as pas fait le deuil de ton mari et ça va te suivre. Viens me voir. On va aller demander pardon à ton mari. On va faire les trucs des traditions chez les boulous là. Et tu vas porter le deuil pendant 2 ans, en fait, en guise d'excuse. Elle a dit non, moi je vais porter le deuil. Pourquoi? Il est mort. Est-ce que moi je vais m'habiller en noir? Déjà d'abord, parce qu'en fait, Marie là, ce sont ses parents qui sont allés la laisser en mariage dans le village là, en fait. Ils l'ont enlevée de Yaoundé. Ils sont allés la laisser en mariage dans le village là. Et elle est restée là-bas 20 ans. Et son mari était plus vieux. Je crois qu'elle est partie en mariage à 15 ans. Elle est partie en mariage à 15 ans et son mari, il avait ses 28 ans, un truc comme ça là. Du coup, elle avait déjà cette rage-là. Et comme elle ne pouvait donc pas partir, elle était petite en fait quand elle est partie en mariage. Elle ne pouvait rien faire. Elle est restée là-bas 20 ans. Elle a fait 3 enfants. Donc, 15 ans, plus 20, elle avait 35 ans. Elle a fait 3 enfants. Quand son mari était donc mort, au deuil, elle était contente. Voilà, c'était la parenthèse. Du coup, je reviens à l'histoire. On lui dit donc que non. En guise d'excuse, tu vas porter le deuil 2 ans. Donc, tu vas porter les habits noirs pendant 2 ans. C'est ce qu'il faut faire parce que il est très en colère contre toi. Elle dit non,
Pourquoi moi je dois porter le deuil? Moi je ne l'aimais pas, je ne voulais même pas d'abord l'épouser. En plus, toutes les traditions qu'il faut faire et tout. Elle a dit qu'elle ne veut pas. Parce qu'en fait, quand tu es une course dans mon village, en fait, dans mon village, je ne sais pas si c'est dans tous les villages, il y a un moment de la journée où tu dois te retirer et tu dois rester seul en fait, dans la maison, où tu as partagé avec ton mari. Tu dois rester seul dans la maison pendant un moment de la journée et ressortir peut-être à des heures fixes. Et elle ne voulait pas tout ça parce qu'elle s'est dit non, il est mort, je vais respirer. Elle a continué à vivre sa vie. 3 mois plus tard, TMG, elle commence à avoir des pustules, des boutons qui lui sortent sur le corps, des pustules, des boutons, des trucs. Elle a d'abord banalisé, elle s'est dit, ah, bon, je vais aller à l'hôpital, je vais faire des trucs, ça va passer. Elle est partie à l'hôpital, on a fait les examens, on a donné des trucs là. Ça a commencé à aller un peu là, elle a commencé à retrouver sa peau. Quelques mois encore plus tard, DMG, c'est comme si, tu vois, quand quelque chose pourrit, c'est-à-dire que tu touches seulement comme ça, là, la peau quitte. DMG, elle a commencé, on l'a touché seulement comme ça, sa peau a commencé à quitter. C'est comme si elle a commencé à se désintégrer seule, en fait. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle retourne voir la Lamibou. La Lamibou lui dit que c'est ton mari qui est en train de te faire ça. Ton mari t'en veut à mort et il veut partir avec toi. Le fait que tu sois si joyeuse après son enterrement là, il est derrière toi tous les jours. Il te regarde. Moi, je le vois derrière toi. Il est en colère. Il est derrière toi tous les jours. Tu as encore une dernière chance. Fais ce que je te dis. Tu vas porter le deuil. Maintenant, 3 ans. Plus tu attends, plus ça se rallonge. Porte-le de 3 ans. Porte les habits noirs dès maintenant. Va acheter la robe. Va acheter tel et tout. Tu viens avec. Je consacre ça. Je fais les trucs. Et tu vas porter ça. Et il va te laisser tranquille. Il ne pourra rien te faire. Oh non, moi je ne veux pas. Je vais d'abord aller demander à ma famille et tout. Elle est partie demander à sa famille. Ses oncles là-bas l'ont conseillé non. De se rebeller en fait. Parce que quand ses parents l'ont amené en mariage, et ils n'étaient pas forcément d'accord. Donc ils lui ont dit non, de ne pas porter. DMG. C'est donc comme ça qu'elle a commencé. Il dit que, en fait, tu es assise comme ça, la DMG. Elle avait les fluides sortaient d'elle. Le pu sortait de ses pores. Le pu, je répète encore, le pu sortait de ses pores. Les fluides sortaient de ses pores comme ça. C'est une histoire qui s'est passée sur 2 ans et je coupe les détails. Le fluide sortait et tout. Elle a commencé à avoir des problèmes de respiration. Elle a commencé à faire des selles. Les selles, c'était ses organes internes qu'elle allait aux toilettes. Par exemple, elle allait aux toilettes une fois. Elle a fait un bout de foie, en fait. On l'a amenée à l'hôpital et tout. On sait qu'on va faire comment d'elle. TMG. On l'a amenée à l'hôpital et tout. On dit qu'on ne sait pas. On ne peut rien faire pour elle. On essaye peut-être traditionnellement qu'il y a un truc qui ne va pas. On l'a donc ramenée dans son village. Elle était presque morte même. Presque morte. Elle a donc commencé à parler. Elle dit que vous êtes là. Moi, je vois mon mari derrière moi. Il est en train de rigoler. Il rit aux éclats. Il est en train de me parler. Il me parle en boulot. Il me dit, Marie, tu croyais quoi? Moi, je meurs. Donc, tu restes rire. Tu m'as dérangé de où j'étais là-bas pour revenir. En fait, le gars disait que tellement ma tante là était dans la joie de son décès que ça a réveillé un mauvais esprit. Moi, pour moi, les défunts, moi j'appelle ça les mauvais esprits. Je sais que les gens vont m'insulter, mais voilà, c'est donc comme ça qu'elle est décédée. Dès qu'elle est décédée comme ça, là, TMG, même pour l'enterrer, on va enterrer quoi? Les os. Il dit qu'elle s'est liquéfiée sur place. Même quand on l'enterrait, les fluides sortaient toujours. Pourtant, on l'a mis. Les restes, on a quand même mis dans la glace. Les fluides sortaient. TMG. On a dit, on l'a mis dans le cercueil et tout. Quelques personnes ont vu le corps. On dit que dans le corps, non. C'est comme s'il y avait l'eau en bas. Comme tu vois, quand tu as une mare d'eau, un reste d'eau en bas là. Mais c'était pas l'eau, c'était les fluides. Elle était là comme si elle était en train de... Je ne sais même pas. Comme si c'était... On l'avait enterrée depuis 2 semaines. Elle se décomposait. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais c'est comme ça qu'elle était décédée. Et on l'avait enterrée. Voilà. Commentez, likez, partagez. Et puis, bye. C'était une petite histoire.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que ça va bien, c'est l'homme de l'ombre. J'aimerais te raconter une petite histoire qui est l'histoire d'un jeune, père son âme, qu'il repose en paix. C'est un jeune qui se cherchait dans son pays, ici le Bénin, et qui a toujours essayé, qui a pris pour rêve de voyager, d'aller en Europe. Il a fini par eu cette grâce où il est rentré en Europe par l'autovisa. Arrivé là-bas, il a eu la chance, il a trouvé du boulot, il a eu sa nationalité et il a même fait partie de sa copine là-bas. Pratiquement après 9-10 ans de non-retour chez lui, on lui a fait savoir qu'il était désigné pour occuper un trône de la famille et qu'il devait rentrer pour faire des cérémonies et être intronisé sur ce trône-là. Parce que, soi-disant, des ancêtres l'ont choisi. Et étant heureux à cette nouvelle, de savoir qu'il allait devenir encore quelqu'un de plus respecté, il a accepté. Mais il faut dire qu'auparavant, c'est quelqu'un, pendant tout ce temps qu'il était là-bas, il a, par le bien de certains amis qu'il fréquentait, a construit 2 maisons qu'il n'est jamais venu visiter personnellement, mais qu'il a mis en location. Donc, on peut dire qu'il a eu la chance de réussir sa vie. C'est comme ça qu'il est rentré. Il est rentré avec sa femme, son enfant et tout. Et voilà. Une fois rentré, il s'est dressé. Il a pris la route du village. Il est allé voir ses parents là-bas et tout. Et s'est renseigné de ce qu'il devait faire pour occuper le trône dont on a parlé pour qu'il rentre au pays. Et entre-temps, son ami intime lui a fait savoir qu'avant d'accepter ces genres d'offres, qu'il devait aller voir des personnes pour faire des consultations d'une façon ou d'une autre pour savoir si est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était une bonne chose et quels sont les risques qu'il était en train de courir. Et ce dernier a désisté parce qu'il a fait savoir à son ami que non, que ce n'était pas important. Et que si on l'a choisi pour quelque chose et qu'il a les moyens, que pour lui, c'est qu'il va le faire. Qu'il n'a pas de peur à ça. Il a fait environ 1 semaine et demie. Il a sorti plus de 5 millions. On a fait toutes les cérémonies qu'il fallait. Bon, on l'a intronisé, on lui a fait tout ce qu'il fallait. 72 heures après cette cérémonie d'intronisation, le jeune fait un AVC et succombe à ça. L'info est sortie brutalement et cet ami qui a l'habitude de l'aider et qui d'ailleurs lui avait fait savoir qu'il ne devait pas aller à l'aveugle dans cette histoire d'intronisation. C'est cet ami toujours qui lui a quand même construit les 2 maisons là, parce que c'est quelqu'un aussi qui est stable financièrement. Et donc du coup, ce dernier a pris la démarche d'aller chercher à comprendre qu'est-ce qui était la base de la mort brutale de cet ami-là, de son meilleur ami. Et en partant chercher, chez nous, il y a des endroits où tu peux appeler l'âme d'un défunt. Par exemple, quand quelqu'un décède, un proche, un parent, un ami, tu peux aller appeler l'âme de la personne et converser avec cette personne, c'est-à-dire parler avec cette personne-là de vive voix. Tu ne vas pas le voir, mais de vive voix, vous allez discuter. Donc c'est ainsi qu'il est parti. Il a appelé son ami défunt dans la tristesse de savoir pourquoi il est parti si tôt, simplement après une telle cérémonie d'intronisation dans le village. Et que
son ami défunt lui a fait savoir dans leur conversation que, en vrai, qu'on l'a utilisé, son oncle paternel, l'a utilisé pour nettoyer le trône. C'est-à-dire que, en vrai, ce n'était pas lui qui était désigné pour rester là, mais que la personne qui était censée rester sur le trône, entre-temps, avait eu déjà affaire à cet oncle-là et était mort dans un accident. Et que, avant que quelqu'un d'autre ne prenne le trône, que quelqu'un d'autre doit, c'est-à-dire, il doit encore faire un autre sacrifice. Et cela pourrait lui permettre, lui, à l'oncle, de prendre place. Entre-temps, le jeune homme qui est décédé est quelqu'un qui n'a pas abandonné sa famille. Ce n'est pas le genre de personne qui, après avoir eu quand même une stabilité financière, tous les droits tout le monde, c'est quelqu'un qui envoyait de l'argent, il prenait soin de ses parents par le bien de son ami, qui est parti à la recherche de savoir pourquoi il est décédé subitement. Et que, du coup, l'oncle a décidé de le mettre en sacrifice pour nettoyer le trône d'une façon de sécuriser ses arrières, afin que quand il sera intronisé, lui, à son tour, qu'aucun malheur ne lui arrive. Et que cette découverte, c'est-à-dire cette conversation très longue qu'il a eue avec son ami défunt, l'a choqué. Il était venu me demander si c'était possible. Je lui ai bien répondu que oui, c'était possible que ça se fasse. Et qu'est-ce que je dirais par là à nos frères, à nos confrères qui sont à l'Occident et qui rentrent? Faites attention quand vous rentrez au pays et quand vous dit que vous devez occuper telle ou telle place dans le village, dans la famille ou ça. Parce que la première question que vous allez vous poser, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un là à qui cette place intéressait? Et essayez toujours de vous protéger. L'histoire, écoute, je fais un résumé parce qu'il fait nuit. Essayez toujours de vous protéger, de vous préserver, parce que les mêmes personnes qui vont vous tendre la main pour quelque chose sont les mêmes personnes qui vont vous vendre pour cette chose-là. Et quand j'analyse bien cette histoire et la mort tragique de ce jeune homme, je réalise en fait que nous avons toujours ce problème en Afrique qui est d'anéantir l'un pour se faire un nom. Cet oncle aujourd'hui nie complètement avoir fait cette chose et son ami a quand même ramené la mère du jeune défunt au même endroit où il était allé faire le rythme pour converser avec son ami et la mère a eu les mêmes paroles. Le problème, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser contre cet oncle parce que à l'état civil, ça n'a pas de preuve. La question serait qu'est-ce qui prouve que ce que cette personne dit est vrai et qu'est-ce qui prouve que c'est le défunt qui parle. Je vous dirais simplement de faire très attention. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir DMC, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toute la communauté de DMC également. Je vais taire mon nom, juste que je vis en Afrique centrale. Je vis en Afrique centrale. Je viens aujourd'hui pour raconter mon histoire. Eh bien, je suis issue d'une famille musulmane. Je suis issue d'une famille musulmane et comme vous le savez très bien, il y a des règles à ne pas enfreindre. Mais je suis humaine. Nous avons... Tout être humain a des pulsions. Nul ne peut contrôler ses pulsions. Je me suis laissée aller, j'étais en classe de terminale. Déjà, mes parents contrôlaient beaucoup mes sorties. J'avais un téléphone, mais ils n'ont jamais contrôlé mon téléphone et tout. J'avais pas de relation petite amie et autres entre-temps. J'avais mes condisciples de classe avec qui, et vu que j'étais en terminale, on a dit que voilà, on avait un prépa. Normalement, on a terminé un peu tôt. C'était aux environs de 22h, je pense.
Et puis, déjà que je ne porte pas de sexy, je ne portais pas de sexy en étant chez mes parents. Je suis allée en boîte de nuit avec des amis. On est allé en boîte de nuit et c'est un monde, je ne le fréquente pas. Je ne le fréquente pas. Donc, en arrivant là, je me suis sentie un peu gênée d'être parmi tout ce monde, peut-être habituée à être là. Et je me suis assise. Et mon amie, elle m'a demandé de m'asseoir. Elle m'a apporté une boisson non alcoolisée, je m'en rappelle très bien. Et puis voilà, disons que tout se passait bien. Sauf que là où j'étais assise, il y a un monsieur, il n'arrêtait pas de me regarder. Il n'arrêtait pas de me regarder. Mais vraiment, il ne me quittait pas des yeux et je l'avais remarqué. Bien que je ne disais rien, lorsque je me suis levée, je faisais des vidéos avec une amie à moi. Et puis je me suis levée pour dire que bon, il est presque minuit, moi je vais devoir rentrer pour pas discuter avec mes parents et tout ça. Du coup, je m'apprêtais à sortir, mais je devais passer devant lui vu qu'on était assis en face et que la sortie, il était tout près de la sortie, il m'a arrêté. Il m'a arrêté et puis il m'a tendu sa carte de visite parce qu'il voulait parler avec moi. Je lui ai dit que non, j'étais pressée, je devais rentrer. La voiture, j'ai appelé un taxi de mes parents. J'ai appelé un taxi de mes parents pour venir me chercher. Et bien, il m'a tendu sa carte de visite. J'étais rentrée, je m'étais faite gronder par ma mère parce que j'étais rentrée tard quand même. Je n'ai pas écrit, je n'ai plus pensé à ça. Et puis, une semaine après, j'ai revu le monsieur. Il m'a reconnu de suite. Puis, il m'a dit que je vous avais remis ma carte. J'ai dit, ah oui, désolée, j'avais complètement oublié. Il a pris mon numéro. Et puis, on s'écrivait tout le temps. À force de s'écrire, il y a eu cette flamme-là, quelque chose qui a vraiment, voilà, une relation s'est vraiment créée dans ça. Donc, on s'écrivait de temps en temps. Et un jour, un soir, il m'a invité, je sortais de mon établissement. Il m'a invité à prendre un verre. J'ai accepté naturellement. Et puis voilà, après ça, il m'a déposé à la maison. Mais vraiment, il avait de ces gestes-là qui m'ont marqué. C'est passé, voilà, on a commencé à avoir plus d'affinité, à être plus proches, mais vraiment, jusqu'à ce que j'obtienne mon examen. Et je tiens à préciser que nous ne vivions pas dans la même ville et que lui, il y allait dans ma ville pour des missions. Donc, après ça, je suis venue, après mon examen que j'avais obtenu d'ailleurs, je suis venue dans sa ville, vu que lui, il était en capitale. Et voilà, il m'a présenté à ses frères, à son oncle. Sa mère n'était pas là, elle était dans une autre ville elle aussi. Il m'a présenté à plusieurs membres de sa famille. Et puis, voilà, je connaissais même un de ses cousins avec qui je suis amie, en fait, mais je savais pas que c'était parenté. Bien, dans tout ça, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte en moins de 2 mois. Et je devais repartir chez mes parents. Donc, je suis repartie. Mais franchement, j'ai caché ça, et puis je ne repartais pas pour une longue durée. Donc j'avais décidé de cacher ma grossesse et à toute ma famille carrément. Sinon, ça aurait été un déshonneur pour eux, une honte pour eux, étant donné qu'ils sont des musulmans, tout comme moi d'ailleurs. Et j'ai toujours considéré l'avortement comme un péché. Donc j'ai pas voulu pratiquer cet acte-là. J'ai décidé de garder cette grossesse dans le silence. Et il était là. Il a été là, il s'est occupé parfaitement de moi durant toute ma grossesse. Puis j'ai donné naissance. Il m'avait envoyé à l'étranger
Normalement, c'était pour mes études. Je suis partie à l'étranger, j'ai donné naissance. Au bout de 2 mois, c'était assez difficile. Il était venu pour la naissance de notre fils. C'était assez difficile parce que avec mes cours, vu que j'allais en 2e année déjà, avec mes cours et tout, ça devenait compliqué. On en a parlé et puis il a décidé de prendre le petit et de l'emmener avec lui pour que moi je sois plus libre. Par rapport à ce que je faisais, ça m'a brisé le cœur déjà que mes parents ne savaient pas que cet enfant existait. Ça m'a brisé le cœur de me séparer de lui, mais je n'avais pas d'autre option parce que son père était mon seul soutien. Il n'y avait que sur son père que je pouvais compter et avec à son père que je pouvais le confier. Ensuite, ce qui se passe, c'est que lorsque je suis là-bas, après 6 mois, j'ai été en vacances. Je suis revenue, j'ai fait une surprise à mes parents. Je suis partie les voir, mais bien sûr, je n'ai pas emmené le petit. Je n'ai dit à personne que voilà, ce petit garçon existait. Ma tante a remarqué des changements en moi. Elle était comme quelqu'un qui a donné la vie. Je lui ai dit que non, c'est sûrement dû à mon poids et tout. C'est passé, je suis rentrée, j'étais revenue chez son papa. J'ai passé au moins 2 mois. Après, j'ai dû repartir pour mes études. Mais bien avant, on avait eu certains problèmes, lui et moi. J'ai bien voulu reprendre le petit, mais je ne pouvais pas me permettre de faire ça. J'ai décidé d'endurer cette souffrance jusqu'à ce que je finisse, jusqu'à ma licence au moins, et puis je pourrais récupérer mon bébé. Donc je suis repartie DMZ. Au bout de 3 mois, tout allait bien, c'était des appels vidéo et tout. Jusqu'à ce qu'un soir, il m'annonce que voilà, étant donné que ça ne va pas entre nous, j'ai décidé de me mettre en couple. J'ai dit que c'était bien, que j'avais aucun problème avec ça. Et là, il me brise le cœur en me disant que voilà, c'est cette personne avec qui il s'est mis en couple viendra vivre chez lui et elle s'occupera de l'enfant. J'étais pas d'accord avec ce sujet, d'autant plus que c'est le seul enfant que nous avons, lui et moi. Il n'en a pas d'autre. Mais j'avais pas très le choix. J'ai dû accepter. DMJ, j'ai commencé à faire des rêves. Mais où je pleure dans mes rêves. Je pleure avec mon fils dans les bras, mais mort. Je pleure. Ça a duré pendant... Excusez-moi. Ça a duré pendant une semaine. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que pardon, mon cœur n'est pas en paix. Je ne suis pas tranquille. Je veux entendre la voix de mon fils. Et là, il me dit que le petit n'est pas à la maison. Je suis prise de panique. Je me dis, mais où est-ce que tu as envoyé mon enfant? Où est-ce que tu l'as envoyé? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à la maison en fait? Il me dit que sa petite amie, la personne avec qui il vit, vu que le petit avait trop de petits caprices qu'elle supportait pas, il a dû envoyer chez la petite soeur de la fille. J'ai pété un câble, bien sûr. J'ai appelé ses oncles. J'ai dit que je n'étais pas d'accord. S'il estime qu'il ne peut plus garder le petit juste parce que sa petite amie est contre, il n'y a pas de problème. Je peux envoyer une connaissance récupérer le petit et je vais m'arranger à dire la vérité à mes parents. Peu importe combien ils seront mal, ils ne rejetteront jamais, mais jamais cet enfant-là dans cette situation. Il n'a pas été d'accord. Ça a continué. Et moi, j'ai été angoissée parce que on allait après d'un mois, je n'avais pas les nouvelles de mon fils.
Je l'ai appelé un soir en appel vidéo. Je lui ai demandé s'il avait les nouvelles du petit. DMJ, il me répond en me disant que non, il n'a pas de ses nouvelles, il ne sait pas où il est. Bon, ça fait longtemps, il sait juste que la petite sœur, je tiens à préciser que sa petite amie avait un côté camerounais. Il sait juste que la petite sœur de sa chérie, c'est-à-dire sa belle-sœur, est allée en voyage avec l'enfant au Cameroun et qu'elle allait rentrer bientôt. Ça a été le couteau en fait dans mon cœur, le coup de poignard, parce que j'ai dit comment est-ce que tu peux laisser une inconnue voyager avec notre enfant. Ça a été ça. Puis je pense une semaine ensuite je l'ai rappelé et dans tout ça il ne faisait pas signe en fait, c'était pas trop son problème. Quand je l'ai rappelé, il m'a fait savoir que le petit ils étaient rentrés, mais que le petit était malade, il se fait des fièvres tout le temps et il l'emmène à l'hôpital. DMJ, j'ai activé la vidéocam, j'étais dépassée. Mon bébé qui était tout gros, mon bébé qui était vraiment en forme ne ressemblait à rien de tout. Il était devenu tout maigre, méconnaissable, à croire qu'il a été malade depuis des années. J'ai pleuré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis entendue avec un de mes oncles qui m'a fait revenir. Il m'a fait revenir au pays. Quand je suis arrivée, directement, je suis allée à l'hôpital. J'ai vu mon fils en train de se battre entre la vie et la mort. Il n'avait que 2 ans. Mon fils n'avait que 2 ans. Il s'étouffait, il était branché à plusieurs machines. J'ai été mal DMJ. Même pas 2 semaines après mon retour, je suis partie de l'hôpital pour aller prendre une douche et je ne me sentais pas du tout bien. Donc, en arrivant à la maison, je reçois un appel de ma cousine, une de mes cousines que j'avais laissée à l'hôpital parce que je l'avais tout expliqué. Elle me dit, tu as fini de prendre ta douche? Je lui dis oui. Elle me dit, viens s'il te plaît, reviens. Je suis repartie. J'ai trouvé mon fils couvert, débranché de tous ses appareils. On n'a pas eu besoin de me le dire. J'ai compris que voilà, c'était la fin. J'ai compris qu'il était parti. J'ai alors appelé son père qui est arrivé. J'étais tellement en colère que je lui ai dit, c'est toi qui as tué notre enfant. Tu as tué ton unique fils. Tu as tué ce pourquoi j'ai caché la vérité à mes parents. Mais sache que je vais me venger. Vous ne serez pas en paix. Je vous le promets. Si tu as quelque chose à voir avec cette histoire, sache que tu vas y passer. C'est la promesse que je te fais. Alors DMJ, je suis partie, mais tout effondrée. J'ai fait une dépression. Et c'était tellement pas acceptable pour moi. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée que c'était fini, que j'avais perdu mon bébé comme ça. Alors j'ai décidé de me rapprocher de quelqu'un au village, mais vraiment de régler cette affaire d'une autre manière. D'où on me fait savoir que c'est la petite amie de son père qui est responsable de sa mort. La petite amie de son père est responsable de sa mort. J'étais prise de rage et de colère. J'ai dit que je ne veux pas qu'elle puisse mourir. Je ne suis pas une meurtrière, mais je veux qu'elle ait une punition. Je veux qu'elle avoue qu'elle en est responsable.
Je veux qu'elle l'avoue ceci. On m'a dit, vas-y, le travail a été fait. Cette femme est tombée gravement malade. Gravement malade. Ça n'allait plus dans leur foyer. Elle a été gravement malade. Et je tiens à préciser qu'on ne s'entendait pas toutes les deux. Elle a alors appelé. Elle a décidé de me faire appeler moi. Soi-disant, elle veut se confesser, elle est fatiguée, elle ne dort plus la nuit, elle est hantée, elle n'a pas la conscience tranquille. DMJ, je suis arrivée assise et j'étais abattue. J'avais complètement changé. Et de là, on me dit que voilà, elle veut se confesser. Je m'assieds, je lui dis parle, je t'écoute. Elle m'a dit pardon. Pardon, j'étais dans une secte et j'ai vendu ton enfant avec l'aide de ma petite sœur. Et son père était envoûté. Il se pliait à mes moindres désirs. DMC, ça n'a pas été un soulagement. Ça n'a pas été un soulagement parce que mon père m'a renié. Lorsque je lui ai expliqué toute cette histoire, mon père m'a renié, m'a dit non seulement tu nous as dupés, mais tu as tué cet enfant. Si tu l'avais emmené chez moi, rien ne lui serait arrivé. Mais tu l'as laissé à son père sans jamais me parler de ça. Sache que je ne te le pardonnerai pas. Sors de ma vie. C'est comme ça que mon père m'a détesté, moi. Je n'ai eu le soutien que de ma mère. Je les ai regardés et j'ai dit que je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Je ne veux pas avoir du sang sur mes mains, sur ma conscience. Mais je vous laisse à Dieu. Je m'en remets à Dieu. Parce que seul lui pourra me faire justice. Ce message, c'était pour dire à toutes les personnes qui l'écouteront que peu importe les difficultés, ne laissez pas votre enfant. Peu importe les difficultés, ne cachez pas vos enfants aux membres de votre famille. Mon erreur aujourd'hui a été de ne rien dire à mes parents parce que si je l'avais fait, peu importe de quelle manière ils seront en colère, ils ne m'auront pas tourné le dos. C'est difficile pour moi. 2 ans sont passés aujourd'hui depuis que ce problème a eu lieu. 2 ans. 2 ans que je vis avec cette douleur. Mais je suis convaincue que tout ira pour le mieux. C'était tout. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Alors, DMG, toujours au bonsoir. Ma 3e partie d'histoire est concernant un monsieur qui est dans le commerce des cercueils. Et ce monsieur se trouvait dans une période difficile financièrement. Il n'avait plus de vente. Et est allé voir un certain féticheur pour qu'on l'aide à trouver un moyen pour acquérir de la clientèle. Donc, paraît-il, quand il est parti voir le féticheur, pour lui expliquer un peu sa situation, le monsieur lui a dit, comme tu vends des cercueils, fabrique toi-même un petit cercueil dans lequel je pourrais te faire un savon de chance pour que tu puisses te laver avec. Effectivement, le monsieur n'a pas hésité, il a fabriqué le petit cercueil, il l'a ramené, ils lui ont fait le savon et qu'il a ramené chez lui. Et il s'est fait que quand on lui a fait le savon, on lui avait seulement demandé de laver le savon la nuit. Et le savon devait rester sous son lit, dans le petit cercueil. Mais on ne lui avait pas dit les conséquences qu'il y avait. C'est pour ça que parfois je dis, ayez la patience de demander quels sont les inconvénients de ce que vous voulez faire. Voilà le monsieur qui fait un truc que normalement pour lui c'est pour aller, c'est pas tirer de la clientèle, pour vendre des cercueils. Parce que lui c'est son business. Donc, une fois qu'il commence par laver le savon,
17 jours après, il perd son enfant, son Benjamin, qui venait d'avoir 2 ans. Il perd son enfant. L'enfant d'une crise nocturne qui a commencé par crier papa, papa, et qui est décédé. Et étant étonné de la situation, il a réfléchi, mais qu'est-ce qu'il pouvait. D'abord, pour lui, c'était plutôt de la sorcellerie. On a nuit à son enfant et tout et tout. Après le décès de l'enfant, il a commencé par acquérir de gros clients. Des gens venaient faire de commandes de cercueil. Il se faisait beaucoup d'argent. 6 mois après, son aîné, qui est une fille, a commencé par sentir des douleurs à la poitrine. On a conduit l'enfant à l'hôpital et on trouve que l'enfant a une plaie sur le cœur. Bon, comment faire pour guérir? C'est ça la question, non? Le monsieur a commencé par dépenser l'argent. Tout l'argent qu'il avait économisé en 6 mois, il a commencé par le dépenser à l'hôpital. Et au fil du temps qu'il dépensait l'argent à l'hôpital sur sa fille, il gagnait beaucoup, encore plus de marché statique. C'est comme si l'argent qu'il dépensait à l'hôpital revenait d'une certaine façon. Et il a un ami, généralement un ami d'enfance, qui lui fait savoir, mais est-ce que tu ne trouves pas ça bizarre que ton enfant est à l'hôpital pour des soins, que tu dépenses énormément d'argent, tu n'as pas une suite, mais que l'argent rentre énormément également. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose par hasard? Est-ce que tu n'es pas allé faire un rituel par hasard? Parce que la façon dont ton enfant est décédé la dernière fois, moi, ça m'a tiqué. Donc, c'est là qu'il faisait savoir à ce dernier que non, que généralement lui ne fait pas des rituels. Mais il s'est fait qu'il est allé voir un certain vieux la dernière fois qu'il lui a proposé un savon et qu'il a fait un savon de chanvre. Et l'ami lui a demandé quel genre de savon. Et il n'a pas voulu parler. Il a dit à son ami, c'est mon secret, je n'ai pas besoin de tout te dire. Donc ils ont rigolé et tout. Quelques jours après, l'enfant, sa fille était à l'hôpital sur 1 mois, n'arrivait pas à s'en sortir. La douleur persistait. Au lieu que la plaie se ferme, cette plaie a commencé par grandir. Ils ont demandé une évacuation sanitaire. Et 24 heures, je vais dire 2 jours à l'avant, je ne sais pas si c'est 24 heures ou 12 heures, à l'avant, l'évacuation de l'enfant pour une opération, l'enfant aussi meurt d'une crise cardiaque. Et c'est là que ça lui a un peu chauffé le cerveau, parce que j'ai enterré mon Benjamin il y a 6 mois, et là, je viens de perdre ma fille. Donc il prend son calme et il finit de faire tous les enterrements, tout ce qui va autour de sa fille. Et il demande à son ami, avec qui il avait eu le débat sur le sujet du savon, de l'accompagner quelque part. Donc, il n'avait pas dit à cet ami qu'il partait chez le concerné qui lui avait fait le savon. Donc, ils sont partis chez le vieux, tout respectueusement. Et c'est là qu'il explique au vieux et que depuis qu'il a commencé par laver le savon, il a remarqué un changement. Effectivement, ces affaires ont commencé par prospérer et que tout allait bien. Sauf que quelques temps après, 17 jours après qu'il a perdu son fils, son Benjamin de 2 ans et quelques mois, et que maintenant il vient de perdre sa fille. Et que au début, il pensait que c'était l'œuvre de la sorcellerie, mais il vient de réaliser que ça peut être lié au savon. Et c'est là que le vieux se met à rire et lui fait savoir que c'est possible que ça arrive parce que normalement, quand il a commencé par laver le savon et que son enfant était décédé, le premier était décédé, il devait censé venir le voir pour d'autres rituels et qu'on devait le faire dans un cimetière. Sous comme quoi, c'est l'âme de l'enfant qui a commencé par ouvrir les portes d'argent. Le monsieur était étonné, il dit, mais tu ne m'as jamais expliqué ça. Il dit, toi non plus, tu ne m'as jamais demandé quelles étaient les conséquences. Tu m'as demandé un savon, je te l'ai fait. Tu m'as dit que tu voulais débloquer tes affaires. Donc moi, je t'ai fait un savon pour débloquer tes affaires. Et ensuite, le vieux lui fait savoir que c'est parce qu'il ne l'a pas informé que le risque est allé toucher maintenant
sa fille. Parce que normalement, dans le pratique du savant qu'il lui a fait, que c'était seulement un enfant, que ça devait lui prendre et que ça devait lui faire prospérer. Et que comme il n'est pas revenu faire un retour pour que le vieux puisse lui indiquer les marches à suivre, c'est pourquoi que c'est arrivé. Et l'a même menacé, bien sûr, qu'il devait garder ça pour lui et ne le dire à personne, à la présence de son ami. Hein. Et que si jamais il partait le raconter à quelqu'un, que c'est comme ça qu'il allait mourir. Et que tous ceux qui seront informés de ça vont mourir également. Et son ami, avec qui il est parti, est chrétien. Et c'est là que lui a commencé. Tu connais nos amis chrétiens, le tapage de bruit de sang de Jésus, voilà, rien ne va m'arriver, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'ils sont partis. Le monsieur tout en panique, de peur de perdre sa vie ou la vie de sa femme ou son dernier enfant, puisqu'il a 3 enfants, ce qu'il paraît. Donc, c'est comme ça qu'il en est parlé quand même, parce que son ami chrétien qui l'accompagne lui a dit non, il faut que tu en parles pour qu'on trouve une solution, viens à l'église, on va prier pour toi. Et le monsieur, le vendeur de secret a réalisé que ce n'était plus une histoire de prière, mais que c'était plutôt une histoire de courir pour se protéger. C'est comme ça qu'ils sont allés voir, c'est comme ça qu'il est allé voir, il en a parlé à sa femme ouvertement. La femme a de courage, l'a pris et ils sont allés voir, qu'ils peuvent aller voir bien sûr, qui ensuite les a aidés à régler le problème. C'est vrai qu'après, le monsieur est tombé gravement malade, il s'est relevé et les affaires ont rechuté complètement. Les affaires ont tellement rechuté qu'il a dû vendre moto, voiture et actuellement il cherche même à vendre sa maison. Et ce que je retiens de cette histoire est que ne cherchons pas des choses plus lourdes que nous. Parce qu'à force d'être pressé, on finit par aller nulle part. Et demandez ce qui peut vous faire du bien à juste titre. Ne demandez pas aux gens des choses que même ces personnes n'acceptent pas d'utiliser. Parce que si la personne l'utilisait lui-même, il sera quand même plus stable que toi qui es venu le voir. Et accepter les choses ordinaires qui pourront vous accompagner dans vos activités et non des choses qui vont trouver ou rouler à travers. C'est-à-dire vous détruire et détruire le peu que vous aviez avant. Tout est grâce, dit-on, et en cherchant la grâce, n'allez pas chercher vous-même la mort, n'allez pas attirer la mort chez vous. C'était ma part d'histoire, l'homme de l'ombre. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour la communauté DMG TV. Bonjour DMG, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour la grâce du Seigneur, ça votre partage. Likez et commentez. Je suis les histoires de DMG, ça fait pratiquement 3 ans. Je n'ai jamais posté une audio, je n'ai jamais raconté des histoires. Mais ce matin, je me suis porté garant de raconter ma propre histoire. Cette histoire qui s'est passée plus précisément au Gabon, dans la province de Bitam. Si les Gabonais sont dans ce live, qui vont connaître Bitam. Je vais raconter ma propre histoire. L'histoire de la mort de ma mère. C'est une histoire qui est intitulée « Une grand-mère qui fait laver ses sous-vêtements à ses petits-fils après le décès de sa fille ». Cette histoire se passe à Bitam dans les années 2000. Nous revenons d'une affectation avec mon père. Mon père était affecté à Kolamoto. La vie était belle. Une fois arrivé à Bitam, un an, ma mère décède. Ma mère décède avec une grossesse de 8 mois. Elle décède, nous laissant 4 petits-fils.
Moi qui suis l'aîné, mon frère qui me suit et mes deux petites sœurs. Ma mère est morte d'une mort étrange. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Ma mère faisait des hémorragies internes. Elle faisait des hémorragies. Puis, elle rendit l'âme. Avant de partir, ma mère disait toujours, je meurs, je vais laisser mes enfants avec qui? Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Mes enfants sont encore petits. Si je meurs, je vais laisser mes enfants avec qui? Désolée, hein, l'histoire va être un peu longue. Ma mère décéda. On était encore petits, on était vraiment petits, c'était un choc. Notre mère était tout pour nous. Ma mère était ma vie. Ma mère était mon soutien. On n'avait jamais connu la douleur, le manque. Une fois que maman décéda, les cauchemars ont commencé. Nous qui étions brillants à l'école, on a commencé à chuter dans les études. On a commencé à tomber malade. Le décès de ma mère était vraiment douloureux pour beaucoup de personnes. Ma mère s'en alla. Un an après le deuil de notre mère, ma grand-mère, elle vendait le manioc. Elle vendait la grillade pour s'occuper de nous. Parce que notre père, bon, c'était pas vraiment ça. Il nous avait aussi abandonnés, il ne s'occupait pas vraiment de nous. Désolée, hein, je suis un peu grippée. Ma grand-mère, une fois que maman était décédée, ma grand-mère avait changé de comportement avec nous. Elle se battait pour nous, pour que nous nous habillions, mais elle nous faisait travailler comme des esclaves. À cette époque, j'étais au CE1. J'étais au C1, qu'on appelle plus précisément en 3e année. La dernière était à la maternelle. Mon grand frère était en 5e année et ma petite sœur était en 2e année. Les sous-vêtements de ma mère, de ma grand-mère plutôt, elle les gardait dans un seau. Elle nous disait, allez, je lavais mes sous-vêtements. On disait, mais mamie, mais comment on va laver tes sous-vêtements? Elle nous menaçait en cachette. Si vous ne lavez pas les sous-vêtements là, vous allez voir, vous n'allez pas manger. Et elle nous tapait. On était traumatisés. On était traumatisés parce qu'on n'avait personne. On devait aller se plaindre où? On lavait parce qu'on voulait manger. Elle nous faisait travailler dur. Après l'école, on part lui trouver à son commerce. On va venir parfois à 2h du matin, à minuit. Une fois que tu viens de l'école, que tu veux dormir, elle n'aimait pas lorsqu'on se repose l'après-midi. Une fois que tu veux aller dormir, elle parle en langue, elle dit oui, elle est fatiguée parce qu'on a baisé toute la nuit. Oh, on pleure à notre mère. Notre grand-mère nous maltraitait. Puis, les années passèrent, ma mère était décédée. On a commencé à avoir des oppressions, des persécutions dans la maison. On a commencé à entendre les pas de gens dans la maison. Les cafards étaient... Je n'avais jamais vu des cafards comme ça dans la maison. Les cafards pouvaient à peine 100 cafards une fois qu'on arrête la lumière pour dormir. Lorsque tu rallumes, toute la maison est remplie de cafards, des rats. Oh, ma grand-mère ne s'est plaignée de rien. Mais mamie, la maison les cafards. Elle faisait toujours comme si elle ne connaissait rien. Elle nous prouvait parfois de nourriture. Cette amie est préparée. Elle prend la nourriture, elle cache, elle met son jupon. Imaginez un peu le jupon. Ou bien ses slips. Elle attache ça sur la marmite.
et on mangeait. Le pire a commencé 3 ans après le décès de notre mère. On a commencé à avoir des oppressions, des attaques dans la maison. Des couches de nuit. Lorsqu'on se réveille, on se réveille avec les marques, les traces. Nous, les enfants de notre mère, on était brillants à l'école. On avait des étoiles qui brillaient. Une fois que notre mère est décédée, on a commencé à redoubler les classes, à abandonner. J'ai abandonné l'école. On nous accusait de vol. On habitait dans une maison familiale, habitant plus précisément au quartier S. On était oppressés. Ma grand-mère ne réagissait jamais. Elle ne réagissait jamais. Puis tout à coup, on a commencé à voir l'esprit de maman. Maman apparaissait. J'étais la seule à lui voir. J'étais la seule à aimer son odeur. Maman voyait notre souffrance qu'elle disait, elle est venue nous chercher. On a commencé à tomber malade. Mais la grâce, nous avons survécu. Dans notre famille, il y a ce qu'on appelle la haute sorcellerie. Il n'y a que nous, les enfants de notre mère, qui souffraient. Ils ont commencé à attaquer mon grand frère. En deuxième, on l'attaquait. Et on le détestait sans cause. Mon frère est devenu fou. Aucune personne de la famille ne s'est levée. Les 2 derniers de ma mère sont devenus très malades. Malades que les 2 sont décédés. Moi, ils ont touché à ma santé pour que je ne puisse pas enfanter. Je me suis plaint dans la famille. Je me suis plaint chez ma grand-mère. Ma grand-mère a toujours dit, elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Jusqu'à j'ai tout fait, mais rien. La seule qui a eu l'enfant, c'est l'avant-dernière. Jusqu'alors, nous sommes abandonnés. Mais la grâce que nous avons, le souffle de vie. Nous avons le souffle de vie. Partout où nous sommes partis, on a dit que c'est ma grand-mère qui est à l'origine. Ma grand-mère, c'est une sorcière. Ma grand-mère a tué sa fille. Ma grand-mère a ouvert une porte pour que nous ne devons pas parvenir. Depuis 2000 jusqu'alors, ça fait 24 ans. Elle ne s'est jamais levée pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Comment mes petits-fils souffrent. Elle dit toujours, elle ne connaît rien. Et si vous voyez ma grand-mère, elle est encore jeune. Elle a 70 ans. Elle est jeune. On va dire que c'est une jeune fille. Donc c'est ça, mon histoire. C'est pour dire aux parents, il y en a beaucoup qui ont trop confiance en leur mère. Je ne peux rien faire sur ma mère. Attention, méfiez-vous. Le malheur ne vient jamais de loin. Ma mère, avant de mourir, disait cette parole. Si je meurs, je laisse mes enfants avec qui? Ngemao, Baelik, Bonialza. Ça veut dire, si je meurs, je laisse mes enfants avec qui? La mort a attrapé ma mère. Elle est morte jeune. Ma mère est morte à 25 ans. Jeune. On n'a jamais cherché la mort de ma mère. Les enfants que ma mère a laissés souffrent. Un fou. 200 morts. Moi, ils ont bloqué mon ventre pour que je ne puisse pas enfanter. Mais la grand-mère est là. Elle dit toujours, elle ne sait pas. Donc c'est pour dire aux gens qui partent, qui sortent du pays pour aller se retrouver à l'étranger. Il y en a d'autres qui laissent les enfants au village avec leur mère, grand-mère. Faites attention. Même la personne que nous aimons chère, cette personne est dans la sorcellerie. Lorsque la personne est dans la sorcellerie, la personne n'a plus le sentiment pour vous. La personne vous mange mystiquement. Comme nous, ma propre grand-mère a eu à le faire, nous manger.
vendre sa fille dans la haute sorcellerie. Faites attention. Si vous partez, je sais que c'est difficile. Il y en a d'autres qui partent chercher la vie. Priez pour vos enfants où vous êtes. Priez. Appelez vos enfants. Posez-leur les questions. Appelez. Couvrez vos enfants dans le sang de Jésus. Parce que le malheur, même notre mère, peut nous nuire. Notre père peut nous nuire. Donc c'est ça, mon histoire que j'avais à partager. Je vais aussi vous raconter une deuxième histoire où on m'a collé un esprit. Merci, likez, commentez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour, j'aime DMG, bonjour, j'aime bien ce que vous faites et je viens de suivre votre histoire, l'histoire d'un abonné que vous avez partagé à l'instant et ça m'a titillé le cerveau parce que j'aimerais vraiment avoir des conseils en ce moment-ci, présent-ci. En fait, ce qui se passe, c'est que DMG, depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours senti différent des autres, des humains en fait, en général, je me suis senti différent des humains en question. Mais à ma grande surprise, je me disais que peut-être c'est juste mon imagination et tout. Quand je grandissais, tout allait bien dans ma vie, mais je sentais un esprit de rejet. Déjà, j'ai été toujours rejeté, rejeté pour rien. Même pas que j'ai fait quelque chose, mais j'ai toujours été rejeté, même pour rien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand j'ai eu, je pense que j'étais dans les 16 ans, 15 ans, 16 ans ou trop, je suis tombé malade. Je faisais le probatoire D. J'ai fait le probatoire D 3-4 fois. J'ai échoué. Pourtant, j'étais bien brave à l'école. J'ai eu la seconde C avec mention et tout. Je suis allé en première. J'ai loupé le probatoire 3 fois et je me sentais toujours mal. Tout mon corps chauffait et mes pieds et mes mains étaient humides. À chaque fois, quand il y avait même un examen, je tombais malade. Quand on connaissait que je suis là, quand il y a l'examen, il tombe toujours malade et tout. De là, j'ai fait les recherches. On est parti à l'hôpital avec moi, on prend ma température, on dit c'est à 49, etc. On dit que mais comment c'est à 49 et comme ça, voilà. Donc, je posais trop de questions, on disait que non, ce n'est pas normal et tout. Du coup, j'ai un oncle au village, le jumeau à ma mère, lui, il est praticien. Et dans la famille, en général, il n'y a personne qui est praticien. Donc lui, les ancêtres l'ont choisi pour être comme ça, vu que dans notre lignée, avant, il y a une 4e génération, il y avait des gens qui étaient vraiment puissants dans ce domaine et tout. Donc on a sauté des générations. Il n'y avait pas tout cela, mais lui, c'est lui le seul dans notre génération qui fait tout ça. Du coup, il a cherché à le rencontrer à plusieurs fois, il lui a écrit, il ne parlait pas, il dit, il ne parlait pas d'elle. La dernière fois, je pense qu'il y a de cela 2 ans, je l'ai appelé. Il a dit que je ne peux plus continuer ainsi, que s'il y a quelque chose qui regarde même du côté traditionnel spirituel, il me parle. Il m'a donc dit ceci, que depuis que je suis petit, il a bien dit à ma mère que, comme tu vois là, l'enfant n'est pas comme les autres, il a appelé à être comme moi, etc. La mère a dit qu'on lui dit les choses comme ça, les enfants, ils ont eu un grand problème à cause de ça. C'est pour ça que quand tout ça m'est arrivé, il n'a rien dit. Et donc, dit, ok. Qu'est-ce que j'ai donc fait? Je suis allé au village le rencontrer. On a fait tout ce qu'il pouvait faire pour calmer ces maladies soudaines et tout. Jusque-là, tout allait bien. Je me sentais bien. Après le traitement, je n'ai plus eu de problème jusqu'à ce que j'arrive à un moment où je fais des rêves bizarres. Chaque fois, je fais des rêves bizarres où je suis dans des endroits bizarres où on me donne des choses bizarres, des couronnes, des trucs, des choses, des bâtons magiques, des trucs comme ça. Beaucoup, je rêve, j'explique à mon oncle là, il dit que non, c'est normal, il ne parle pas, il dit que non, c'est normal. Je ne fais que faire des rêves bizarres et comme d'habitude, rien ne marche, c'est-à-dire quoi? Personne ne m'aime. Je n'ai aucun ami du genre dit ami comme ça, je n'ai aucun ami. Quand je tisse un lien d'amitié avec X ou Y personne, tout va bien au début, mais arrivé un moment, la personne se loin de moi subitement. Que ce soit même avec les copines, que ce soit avec les amis et tout, bon, personne ne m'aime en fait. Donc quand j'utilise un lien d'amitié avec quelqu'un, arrivé un moment, ça c'est cool, c'est bizarre, rien ne va. Donc j'aimerais vraiment avoir les conseils des abonnés qui me disent ce qu'il faut faire. Et dernièrement, récemment, quand j'essaie de contacter l'oncle, parce que c'est arrivé à un niveau où il m'a dit que il va falloir que je ne fasse rien du genre école et tout. J'ai eu mon bac et tout, mais il m'a demandé donc que je dois rester patienté. Un moment va arriver où
Je suis appelé pour se faire quoi. Depuis, je les contacte, il ne répond pas, il ne prend pas les appels, il ne dit plus rien par rapport à tout ça. Et moi, je fais que subir. Et je ne fais que subir. Et lors de mon travail et tout ça, il y avait une femme qui était aussi comme lui qui m'a dit que là où là, on m'a bloqué. J'ai dit bloqué comment? Elle dit que non, je vais parler ça avec mon oncle. Quand il parle ça avec lui, il dit que non, c'est rien. Donc j'aimerais vraiment comprendre ce qui se passe et qu'est-ce que je dois faire. Je suis même parti à l'église. J'aime faire les églises parce que notre maison est vraiment à côté de l'église et avant tout ça, j'étais chrétien et tout et tout. Donc j'ai fait tout, rien. Là où cela, rien ne va. Que ce soit dans la ville, même pour manger, pour moi c'est difficile. Tout, rien ne va. Alors qu'avant, tout allait un peu mieux et tout et tout. Donc rien ne va, DMG, rien ne va. J'aimerais vraiment trouver solution à ce problème de mysticisme-ci. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.